Elles furent reines. De pays différents, d'époques différentes, de destins différents. Mais chacune d'elles connut un même instant, celui où se refermaient derrière elles les portes du château. Sans procès, sans sentence, simplement parce qu'elles étaient devenues gênantes. Mari, fils, roi, ceux-là même qui avaient le devoir de les protéger, devenaient leurs geôliers. Ce ne sont ni légendes, ni inventions de troubadours. Ce sont les destins documentés de femmes bien réelles. Celles qui connurent le goût du pouvoir, et le goût de la pierre dans laquelle ce pouvoir les emmura. On la surnommait l'Aigle. Et ce surnom, elle ne le devait pas à sa beauté, mais à la façon dont elle regardait le monde. D'un regard perçant, sans peur, avec le sentiment que tout l'horizon lui appartenait. Hier encore, elle commandait aux destinées de 2 royaumes. Sa voix résonnait dans les salles de Paris et de Londres. Ses terres s'étendaient de la Loire aux Pyrénées. Elle avait parcouru toute l'Europe à cheval, participé à une croisade, été 2 fois reine et 2 fois tout perdu. À présent, elle se tient devant l'étroite fenêtre d'une tour de pierre et contemple les champs anglais détrempés, sachant que derrière ces murs se trouve son mari, son geôlier, son ennemi. Dehors hurle le vent de novembre de l'an 1173. Dedans règne un froid d'une autre nature. Ce n'est pas une scène inventée, c'est Aliénor d'Aquitaine. Et son histoire n'est que l'une parmi tant d'autres où le château médiéval se transforma de symbole de pouvoir en cage pour une femme qui avait osé avoir sa propre volonté. L'Europe médiévale vivait selon des lois où la femme était avant tout une propriété. D'abord celle du père, puis celle du mari. La reine ne faisait pas exception. Elle était un instrument politique, porteuse du sang dynastique, gardienne de l'héritier. Lorsqu'elle cessait de remplir docilement cette fonction, ou, pire encore, commençait à agir de son propre chef, le château de palais d'apparat devenait prison. Non métaphoriquement, littéralement. Avec verrou, garde aux portes et ordre strict de ne partir nulle part. Mais commençons par la plus éclatante d'entre elles. Aliénor vit le jour vers l'an 1122 dans la famille du duc d'Aquitaine, Guillaume X. L'Aquitaine n'était pas une simple province, c'était tout un monde. La contrée la plus riche du sud-ouest de la France, terre des troubadours, des vignobles, du soleil chaud et d'une culture ancienne, où la femme jouissait d'une liberté bien plus grande que dans le nord. Le père d'Aliénor mourut en 1137, laissant sa fille de 15 ans devenir la plus riche héritière d'Europe. Le roi de France, Louis VII, l'épousa la même année et obtint avec sa femme une dot immense, mais n'obtint pas ce qu'il attendait, la soumission. Aliénor fut une reine incommode. Elle avait des opinions, elle s'immisçait dans la politique. Elle partit avec son mari pour la deuxième croisade en 1148, cas presque sans précédent, et au lieu de se tenir modestement dans l'ombre, elle entra ouvertement en conflit avec Louis au sujet de la stratégie militaire. À Antioche, elle rencontra son oncle, le prince Raymond, et passa plusieurs jours avec lui à discuter des plans de guerre. Louis, blessé et jaloux, y vit quelque chose de plus. Il emmena littéralement sa femme hors d'Antioche de force, de nuit, enveloppée dans un manteau. Le scandale déferla sur toute l'Europe. Les rumeurs d'infidélité d'Aliénor se répandirent dans les cours et ne s'apaisèrent jamais complètement, bien qu'il n'existe aucune preuve documentaire d'adultère. C'est l'un de ces mythes que l'histoire crée volontiers et réfute à contre-cœur. En 1152, le mariage fut dissous, officiellement pour cause de parenté trop proche, ce qui à l'époque était un instrument juridique commode. Aliénor récupéra ses terres et fut libre. Mais la liberté ne dura guère. 8 semaines plus tard seulement, elle se remariait, cette fois avec Henri Plantagenet, duc de Normandie, qui avait 11 ans de moins qu'elle. 2 ans plus tard, il devint roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Aliénor était à nouveau reine, cette fois des Anglais.
Les premières années de leur union furent, selon les critères de l'époque, presque égalitaires. Aliénor gouvernait l'Aquitaine, mettait au monde des enfants. Ils furent 8, 5 fils et 3 filles, tenait cour à Poitiers, qui devint l'un des centres culturels de l'Europe. Dans son palais florissait la poésie courtoise, résonnaient les vers des troubadours, se réunissaient poètes et musiciens. L'odeur de l'huile de lavande et du parchemin, le son des luttes le soir venu, les débats sur l'amour et l'honneur, tout cela était la réalité de sa vie à Poitiers, non un luxe imaginaire. Mais Henri était un homme complexe et autoritaire. Avec le temps, il toléra de moins en moins l'indépendance de son épouse. Les relations se refroidirent. Selon les témoignages des chroniqueurs, vers 1160, Henri prit une favorite, Rosamund Clifford, jeune fille d'un chevalier normand. La légende, née après la mort de Rosamund, la dépeignait enfermée dans un pavillon secret, au milieu d'un labyrinthe, où Aliénor aurait pénétré pour empoisonner sa rivale. Les historiens ont établi depuis longtemps que cette histoire est pure invention, née dans les ballades du bas Moyen-Âge. Rosamund mourut vers 1176, très probablement de maladie, au monastère de Godstow. Mais la légende perdure, parce qu'elle est trop belle pour être réfutée. Le véritable drame se joua autrement, et fut bien plus vaste qu'une rivalité personnelle. En 1173, les fils d'Aliénor et d'Henri, le jeune roi Henri, Richard et Geoffroy, se soulevèrent contre leur père. Les historiens débattent encore de qui se tenait derrière cette rébellion. Il est avéré qu'Aliénor non seulement en avait connaissance, mais soutenait activement ses fils. Peut-être fut-elle elle-même l'une des organisatrices du complot. Lorsque la révolte fut écrasée, Henri ne pardonna pas à son épouse. Aliénor fut capturée, selon une version, alors qu'elle tentait de fuir déguisée en homme vers la cour de France, bien que ce détail soit ambigu dans les sources, et placée sous garde. Elle passa les 16 années suivantes en captivité. Ce n'était pas un cachot ordinaire. Aliénor fut détenue dans divers châteaux royaux d'Angleterre, à Salisbury, à Ludlow, à Winchester, peut-être à Woodstock. Les conditions de sa détention étaient relativement supportables pour l'époque. Elle avait des serviteurs, on l'emmenait parfois assister aux offices des grandes fêtes, elle était autorisée à avoir des livres. Mais elle était privée de pouvoir, privée de ses biens, privée de la possibilité de voir ses enfants et de gouverner ses terres. Pour une femme habituée à déterminer le destin des États, c'était plus douloureux que des chaînes physiques. À quoi s'occupa Aliénor durant ces longues 16 années derrière les murs de pierre? Les témoignages précis sont rares. Elle écrivait des lettres. Certaines ont été conservées, et l'on y perçoit le désespoir contenu d'une personne qui n'a pas perdu sa dignité, mais sans le temps s'écouler. Elle s'adressa au pape, à la cour de France, à d'autres monarques, et ne reçut pas de réponse. Tout le monde chrétien savait que la reine d'Angleterre était enfermée par son mari, et préférait ne pas intervenir. Telle était la loi de l'époque. Le mari avait pouvoir sur son épouse, et nulle couronne n'y changeait rien. Seule la mort d'Henri II en 1189 brisa les murs de sa prison. Richard, devenu roi, et entré dans l'histoire comme Richard Cœur de Lion, libéra immédiatement sa mère. Elle avait environ 67 ans. Pour les critères du XIIe siècle, un grand âge. Mais Aliénor ne se retira pas pour finir paisiblement ses jours. Elle gouverna l'Angleterre en l'absence de Richard, parti en croisade, mena des négociations, déjoua des intrigues, organisa la rançon de son fils retenu prisonnier en Autriche. Elle survécut à Richard et vit encore un autre fils monter sur le trône, Jean Santerre. Aliénor d'Aquitaine mourut en 1204 au monastère de Fontevraud, à l'âge, suppose-t-on, d'environ 82 ans. C'était une longévité incroyable pour cette époque.
Elle survécut à presque tous ses enfants. Son gisant à Fontevraud la représente un livre ouvert dans les mains. Détail éloquent et peut-être intentionnel. Mais l'histoire ne se limite pas à la seule Aliénor. La pratique de l'enfermement des reines indésirables dans l'Europe médiévale était bien plus répandue qu'on ne le pense généralement. Jeanne de Navarre, veuve du roi de France Charles II et par la suite épouse du roi d'Angleterre Henri IV, vécut à la cour anglaise une vie relativement paisible, jusqu'à ce que son beau-fils, Henri V, l'accuse de sorcellerie en 1419. L'accusation était absurde sur le fond, mais politiquement commode. L'arrestation de la reine douairière permettait de confisquer sa fortune considérable, dont Henri avait besoin pour financer ses campagnes françaises. Jeanne fut enfermée au château de Leeds, dans le Kent, puis transférée à Pevensey. Elle passa 3 ans sous garde, sans procès ni jugement. On la gardait simplement enfermée, tandis que l'argent affluait régulièrement dans les caisses royales. En 1422, peu avant sa propre mort, Henri V ordonna soudainement de la libérer et de lui restituer ses biens. C'était peut-être un acte de repentir d'un mourant, peut-être simplement un calcul politique. Jeanne survécut à son geôlier et mourut en 1437, femme libre. Autre exemple poignant, Isabeau de Bavière, reine de France, épouse de Charles VI devenu fou. Son destin, une autre forme d'enfermement, non une prison physique, mais une totale impuissance politique aux côtés d'un homme dont la raison s'éteignait d'année en année. Elle naviguait entre les partis français ennemis. On l'accusait de trahison et de débauche. La rumeur populaire lui attribuait d'incroyables forfaits, dont la plupart ne trouvent aucune confirmation documentaire. La réalité était plus simple et plus terrible. Une femme dans le rôle de régente auprès d'un mari fou, dans un pays déchiré par la guerre civile, où chacune de ses décisions était interprétée comme une trahison. Derrière ces histoires se cache une logique commune au pouvoir médiéval. Le château n'était pas simplement une demeure fortifiée, c'était un instrument politique. Placer quelqu'un dans un château signifiait le rayer de la vie politique sans verser de sang. C'était un moyen élégant. La prisonnière était vivante, ce qui excluait l'auréole du martyr. Mais elle était hors d'atteinte, ce qui excluait son influence. Une femme sous garde ne pouvait mener de correspondance sans surveillance, ne pouvait recevoir de visiteurs, ne pouvait administrer ses terres, ne pouvait conclure d'alliance. Elle existait et simultanément n'existait pas. Les reines se retrouvaient dans ce piège pour différentes raisons. Certaines étaient enfermées pour leur indépendance politique, comme Aliénor. D'autres, pour stérilité ou incapacité à donner un héritier, bien que dans ces cas le monastère devint plus souvent la prison. D'autres encore, par cupidité, comme Jeanne de Navarre. D'autres étaient gardées enfermées préventivement, par crainte de leurs actions possibles ou de leurs relations. Les murs des châteaux se souviennent de ce silence. Les documents parvenus jusqu'à nous, registres judiciaires, correspondances, chroniques monastiques, ne donnent que de maigres informations sur le déroulement de ces années de réclusion. Parfois, dans les registres d'inventaire, apparaît une mention de livraison de chandelles aux appartements de la prisonnière, de réparation de sa chambre, de versement de gages à ses servantes. La vie continuait, mais c'était une vie sans horizon. Aliénor d'Aquitaine demeure la plus connue de ces femmes, et pas seulement parce que son histoire est riche en détails. Elle est importante comme preuve que même la plus puissante, la plus éduquée, la plus politiquement avisée des femmes de son époque ne pouvait sortir du cadre d'une loi qui donnait à son mari un pouvoir total sur son destin. 16 ans derrière la pierre et le fer, tel est le prix pour avoir osé agir comme un acteur autonome dans un monde où ce rôle n'était pas destiné aux femmes. Et pourtant elle en sortit. Elle attendit, elle survécut, elle se releva et recommença à gouverner. C'est là peut-être
le portrait le plus exact de l'époque. Un monde où le pouvoir de l'homme sur la femme était absolu, et où certaines femmes trouvaient quand même le moyen de survivre à ce pouvoir. Non pas de vaincre, la loi médiévale ne laissait pas cette possibilité, mais de survivre, en conservant raison, volonté et dignité. Aliénor repose à Fontevraud un livre à la main, et c'est la seule réponse que l'histoire lui ait laissée.